Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Oui, vous allez bien? Alhamdulillah. Votre volume, c'est un peu diminué, quoi. Bon, c'est la connexion qui est faible. Ah, ok. Oui, oui. Ok, vous voyez l'écran? Oui, oui. D'accord, on va démarrer. Je vais vous montrer un exemple de transcription de focus group. Voilà, donc vous voyez ici, c'était un focus animé par les AIC du CESCOM de Mancroni dans le district sanitaire de Sikasso. Donc, vous voyez la date, le district, l'aire de santé, le quartier, bon, qui a les liens, tu peux te connecter. Oui. Donc, le nombre de participants, c'était 8. La tranche d'âge, donc les AIC qui ont pris part au focus, c'était de 24 à 42 ans. Vous avez le nom du facilitateur, celui qui a pris la note, l'heure de début, 14h40 et l'heure de fin, c'était 16h39. Ensuite, on a pris les noms des différents participants, dont nom et prénom. Ensuite, il y avait la variable, le site du village, là où les AIC interviennent. Vous avez le nom du CESCOM, l'âge et puis l'ancienneté. Voilà, pour cette étude-là, ces variables étaient importantes. Mais dans d'autres études, vous allez voir que c'est autre chose. Voilà, ça dépend du thème de l'étude en question. Donc, vous voyez les 8 personnes. Ensuite, la première question portait sur la perception de la population sur la CPL. Donc, il faisait partie du thème principal qu'est la consultation prénatale et suivi de la grossesse. Donc, quand on a posé la première question, quelle perception la population a-t-elle de la CPL? Qui va lire les différentes réponses? Ok. Allô? Numéro Oui. 6. Oui. Ok, docteur Bougouloko, il faut prendre la parole. Allez-y. Numéro 6. Oui. Ça veut dire... Numéro 6, ça veut dire la santé de la mère et de l'enfant. Numéro 8, pour éviter la maladie comme l'anémie. Numéro 3, la CPN sert de prévenir les conséquences négatives que la femme enceinte peut avoir durant la grossesse, comme le paludisme, parce que si la femme enceinte souffre du paludisme, cela peut être à la base de l'accouchement prématuré. Il y a l'anémie dont le nouveau-né peut être confronté à la naissance. Il y a aussi le positionnement de l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc, en faisant la CPN, cela permet de diagnostiquer tout ce que je viens de dire et d'apporter des solutions avant le jour de l'accouchement. Numéro 2, c'est de prévenir et de renforcer la santé de la mère et de l'enfant. Très bien. Alors, quels sont vos constats?
Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, je vois que les réponses se sont transcrites de la manière dont les gens ont répondu à la question. Voilà, c'est ce que je constate. Ok, qui d'autre? Oui, mais bonsoir, professeur. Mais en regardant les réponses, on a l'impression que les membres du groupe ont un niveau très différent, quoi. Ils n'ont pas le même niveau proche par rapport à la CPN. Alors, allô? Oui. C'est ça. Allô? Oui, on vous entend, professeur. Allô? Attends, mais il y a l'écho à votre niveau, quoi. Sinon, on vous attend. Allô? Allô? Donc, j'ai augmenté le volume. Est-ce que c'est bien maintenant? Allô? J'ai posé la question tout de suite. En termes de forme. Après la forme, on va venir au fond. Vous entendez ou pas? Oui, on entend. Allô? Oui, professeur, on vous attend. Oui, ça veut dire que si vous ne parlez pas, je ne peux pas savoir que si le courant passe quoi. Ça veut dire que c'est un échange, on veut que vraiment les uns et les autres participent. C'est un cas pratique. Donc moi j'ai besoin de savoir si effectivement vous comprenez ou pas. En termes de forme, qu'est-ce que vous remarquez? Bonsoir, professeur. Oui. Allô? Alors, allez-y. Oui, je disais que par rapport à la forme, je vois que les éléments sont dans les deux. Il y a vraiment des points, on ne comprend pas. Il y a un écho. Oui, le micro de quelqu'un. Les autres ne peuvent pas fermer leur micro pour permettre. Voilà. Allez-y, monsieur. Professeur, votre micro, ça ne va pas. Bon, est-ce que ce n'est pas la connexion? Sinon, le micro, c'est vraiment les derniers niveaux. Hein. Si
nous parlons ici, ça part et puis ça vient. Allô? C'est vrai maintenant? Oui, on vous attend pour ça maintenant. Ok. C'est pas ça. C'est pas. Ok, donc quelqu'un a dit qu'on voit que les numéros apparaissent dans le désordre. Donc, c'est l'ordre de la prise de la parole. D'abord, quand on a posé la question volontairement, c'est le numéro 6 qui a pris la parole. Ensuite, le numéro 8, ensuite le numéro 3 et le numéro 2. On a dit que c'était 8 personnes. Donc, on voit que ici, pour les 8 participants, tout le monde n'a pas parlé par rapport à la première question. Seulement, c'est 4 personnes qui vont réagir. Ça, c'est bon. Allô? C'est pas bon. Normalement, on doit faire en sorte que tout le monde réagisse par rapport à la question. Oui. Avoir les impressions de tout et chacun. Oui. Bon, je ne sais pas si les facilitateurs sont les vont faire des efforts parce qu'on voit seulement les 4 personnes qui ont parlé et on est parti à la deuxième question. Voilà. Donc, si on avait les impressions de toutes les 4 personnes, même si elles ne parlent pas, on doit les insister, comment on appelle, pas forcer, mais les aider à donner leur compréhension par rapport à la question. D'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Normalement, tout le monde devait parler, mais en réalité, ce n'est pas évident à chaque fois, par rapport à chaque question, que tout le monde puisse vraiment parler. Donc, on a donné la parole aux autres, mais ils n'ont pas voulu réagir. Ce qui fait que, bon, on a pris les propos des 4 intervenants. C'est bon? Donc, on va continuer à la question suivante qui va lire. Ensuite, en termes de fond, vous voyez que les questions, on a mis les questions en gras et les réponses, c'est comme ça. Donc, ça permet de voir la question et de voir directement les réponses, quoi. En termes de visibilité, ça, c'est vraiment bien. Deuxième question. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Excusez-moi, on n'arrive pas à joindre Diakité. Est-ce qu'il peut nous permettre d'enregistrer? Bon, moi, je ne sais pas comment. Est-ce que tu peux dire à Diakité d'enregistrer? Voilà, on va demander à Diakité parce que je ne sais pas concrètement comment enregistrer, quoi. On continue. Qui va lire la deuxième question? Numéro 6, bon. La deuxième question, quels sont les facteurs qui freinent la CPN? Oui. Numéro 6, la non-réalisation des séances de sensibilisation peut faire en sorte que les femmes ne pas à la CPN. Il faut des causeries éducatives. Au cours de la CPN, il se trouve que la femme ou l'enfant souffre d'une maladie quelconque, le personnel de santé est traité cette maladie. L'ASC et même les relais peuvent animer des causes. La numéro 7, la longueur de la distance peut faire en sorte que les femmes ne partent pas pour les CPN. Puis, il y a des femmes qui veulent faire les CPN, mais elles n'ont pas de moyens financiers. Numéro 1, la non-connaissance de l'utilité de la CPN. Il y a le manque de moyens financiers et l'existence des points d'eau dont la traversée devient difficile durant l'hivernage. Numéro 8, il faut signaler qu'il y a des femmes qui n'ont pas les CPN. Parfois, il faut insister pour qu'elles acceptent de partir.
on les explique, mais elles ne sont pas au CESCOM CPN. Les chefs de famille qui décident d'accouchement. Numéro 4, problème financier. Numéro 5, d'autres femmes n'aiment pas prendre les médicaments, raison pour laquelle elles ne vont pas au centre de santé. Numéro 7, dans ces communautés, c'est le chef de famille qui donne son autorisation pour qu'une femme puisse partir au centre de santé pour les séparer. Quand le chef de famille est informé, mais ne dit pas à la femme enceinte de partir au centre. Dans les familles où les premières femmes ne pratiquent pas les CPN, c'est compliqué pour les nouvelles mariées de partir, c'est comme pour les CPN. Même si elles ont la bonne volonté de le faire. Un mari même ne peut même pas amener sa femme pour les CPN. Il faut l'accord du chef de famille. Numéro 6. Dans les familles étendues, un homme ne peut pas décider de la CPN. Il faut d'abord l'autorisation du chef de famille. Et si le chef de famille n'a pas autorisé la première fois et un marié de faire la CPN, il ne peut pas aussi autoriser la nouvelle mariée de le faire. Sinon, c'est la source de conflit au niveau familial. ASC, Maman Sony. Il y a des chefs de famille qui sont pour les CPN, mais les belles-mères s'opposent car durant leur maternité, elles n'ont pas fait de CPN de santé. Elles ne sont pas d'accord que les belles gaspillent de temps dans la réalisation des CPN. Ils font le bras de fer. Les belles-mères disent que durant leur temps, il n'y a pas de CPN. Certains d'entre elles n'encouragent pas les belles filles à fréquenter le centre de santé pour la CPN. Ok, très bien. Donc voilà les différentes réponses qui ont été données concernant la question 2 qui porte sur les facteurs qui bloquent la CPN. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, ce que moi j'ai remarqué, c'est-à-dire toujours le début n'est pas du tout facile. Par exemple, quand vous posez une première question dans la masse comme ça, les gens sont un peu de mettre à l'écart avant de répondre. Mais quand ça commence, vous allez voir que ça va commencer à aller. Par exemple, la première question, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment participé. Mais bon, et ceux qui ont répondu, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas compliqué. Donc, du coup, les gens ont participé. C'est que moi, j'ai compris. La majorité a répondu à la question. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre nom? Dambélé Mahamadou. Ok, Dambélé, merci beaucoup. Oui, qui d'autre? Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Ici, bonsoir, moi c'est Dosano. Oui. Ok. Ça reprend pour le docteur Dambélé. Par rapport aux participants, on a constaté quand même le maximum des membres du FOCUS ont participé à la réponse à la deuxième question. Aussi donner leur avis à la deuxième question. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas quand même compris. Par exemple, ici, les gens sont par numéro. Oui. Et après, je vois au niveau du numéro 6, à la fin, là, on a dit AS Mama Souni. Donc, c'est une sorte d'identification de la personne. Oui. Voilà. Donc, comme on dit... Ok, très bien. Je vais vous expliquer ça après. Voilà. Sinon, en principe, c'est là que pas venir, quoi. Bon, je ne sais pas, pour le fond, en attendant, il y a essentiellement... C'est ouvert sur la forme seulement. Oui.
Voilà, ça c'est un peu la foi pour les fonds. Quand même, il y a des questions, des trucs essentiels. Il y a le niveau de responsabilité du chef de famille et le manque de moyens et l'habitude des CPN, quoi. Oui. Très bien. Donc, effectivement, si on regarde cette question, on voit qu'il y a des gens, ils ont pris la parole 2 ou 3 fois. Exactement. Au début, nous avons numéro 6. Vous voyez que aussi vers la fin, numéro 6 a ajouté d'autres éléments. Voilà, donc ça c'est, voilà, une seule personne peut parler 4 fois. Si c'est le cas, il faut vraiment donner toutes les réponses. D'accord, ça on a compris maintenant comment il faut transcrire un focus. Maintenant, on va faire un cas d'exemple d'analyse. Par exemple, on va analyser cette deuxième question qui porte sur les facteurs qui freinent la CPN. On a lu les réponses des différents participants. Maintenant, je vais vous demander, si on vous demande d'analyser les facteurs, comment vous allez procéder? Les facteurs qui freinent la CPN. D'abord, on a vu l'ensemble des réponses. Donc, quels sont les facteurs que vous avez relevés dans le discours des différents participants? Ok, et voilà, c'est comme ça que je parlais du fond. Il s'agit de la deuxième question au professeur. Oui, la deuxième question. Voilà, c'est pourquoi je vais parler du fond de la question. Si, oui. Si je regarde la question, en regardant les réponses des uns et des autres, bon, la première analyse, on va parler d'abord, comme je l'ai si bien dit, la responsabilité des chefs de famille. D'accord, je vais noter ça. Quelqu'un note ça. Qui va noter? En sorte comme une autorisation des chefs de famille, quoi. Oui. Ça, c'est attendez, je voulais demander quelqu'un qui va noter, quoi. Mamadou peut noter. Hein? Docteur Mamadou, il est là, non? Il peut noter. Docteur 2. Ouais. Docteur Damel peut noter. Voilà. Vous êtes là, on a l'impression que les gens ne sont pas là, quoi. C'est un moment, c'est un peu démotivant. Alors que nous sommes très concentrés. Vu l'intérêt que nous portons sur le cours, monsieur. Ah, mais vous êtes en train aussi de suivre. Oui, avec beaucoup d'intérêt. Ok, d'accord. Allons-y. Voilà. On a noté je vais noter. Responsabilité du chef de famille. On va parler dans un premier temps de la situation du chef de famille. Il faut reprendre. Voilà, ça nous. Oui. Donc, on vous demande de reprendre. Voilà, je dis, c'est-à-dire qu'on voit la responsabilité du chef de famille, c'est-à-dire que c'est lui qui doit donner l'autorisation pour les CPN. Il y a aussi le rôle des belles-mères. Donc, les belles-mères. Aussi. Oui. Les belles-mères. Et il y a le problème financier qui revient beaucoup. Les belles-mères, là, c'est comment vous allez formuler? Parce que quand vous dites les belles-mères, est-ce qu'elles sont pour ou bien elles sont contre? Bon, ici, quand même, dans la majorité des cas, elles sont contre. Donc, l'opposition des belles-mères. Voilà, l'opposition des belles-mères, exactement. Voilà. Mais soit, moi, je pense qu'ici,
la parole des belles-mères compte plus que... Si la belle-mère quand même donne l'autorisation des parties, je pense que le problème financier peut être résolu. Mais si elle s'oppose, ça ne bouge pas. C'est ce que je pense. Parce que la parole des belles-mères compte beaucoup. Si elles prennent les devants, je pense que le problème financier va suivre. Mais si elles s'opposent, même s'il y a la solution financière, je pense que le problème n'est pas résolu. Hein. Ok. Donc, on est en train de déléguer d'abord, ensuite on va venir vers vous. Donc, on a noté l'opposition des belles-mères. Ça, c'est le deuxième facteur. Ensuite, de sensibilisation. Qui doit... Allô? Allô, oui. Bonsoir, oui, oui, bonsoir. Donc, je crois qu'il y a le problème d'accessibilité géographique aussi, quoi, la distance qui empêche certaines femmes aussi d'aller faire le super. Donc, oui, je suis d'accord. Donc, celui qui est en train de noter la distance, donc barrière géographique. Ensuite, avant ça, là, je n'ai pas entendu l'autre. Parler de la sensibilisation, je n'ai pas entendu ça. Quoi. Okay. On avait parlé de problèmes de sensibilisation, oui. Ah, ok. L'intérêt, quoi, l'intérêt de la CPN, quoi. Okay. Pas bien maîtrisé. Est-ce que l'intérêt de la CPN est un facteur de blocage? Non, parce qu'on a déjà parlé de l'intérêt de la contestation à la première question. Donc, vous ne voyez pas d'autres facteurs? On a parlé de la sensibilisation. Voilà, il s'agit de la sensibilisation, la non-réalisation des séances de sensibilisation. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut pas souligner le facteur culturel? Culturel, est-ce que ici, dans le discours-là, est-ce qu'il y a un passage qui met l'accent sur la culture? Non. C'est le chef de village c'est le chef de famille qui décide l'accouchement. Ça, c'est une question de principe. Le chef de famille qui décide l'accouchement. Donc, ça c'est parce qu'on a parlé de l'autorisation des chefs de famille. Donc, on peut mettre tout ça dedans. Quoi. Ça, c'est des choses qui vont ensemble. Qui parle de l'autorisation parle de prise de décision. Quoi. Ensuite, on avait parlé de la distance aussi. Oui, on a noté. Vous ne voyez pas d'autres facteurs? On a dit que d'autres femmes ne veulent pas prendre les médicaments, raison pour laquelle elles ne vont pas au centre de santé. Vrai aussi, ça c'est vrai. Surtout avec les fers là. Oui. Donc, comment on peut prendre ça? Comment on peut intituler ça? Ça fait partie du manque de sensibilisation, non? Voilà. Parce que, il faut insister sur l'importance. Non, ça, ce n'est pas un problème de sensibilisation. Hein. Je peux savoir que le fait d'aller au centre de santé, et si on me donne par exemple de faire que c'est important, mais vu que en prenant ces médicaments-là, ça me pose des problèmes, donc finalement, je peux décider de ne pas partir. Et ce processus est toujours lié à la sensibilisation. Pourquoi elle n'est pas? Oui, j'ai dit que la personne peut être informée.
de l'utilité de réaliser le CPN. Mais vu que, par exemple, il y a des effets secondaires, par exemple, en prenant le fer, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui... Les effets secondaires, Il y a beaucoup de femmes qui jettent les comprimés là dans les toilettes ou bien elles vont mettre ça sur le lit. Même si le mari demande si elles ont pris le médicament, elles vont dire oui, mais en réalité, elles n'ont pas pris. Pourquoi elles n'ont pas pris? Parce que certains disent que ça leur donne envie de vomir. Professeur, c'est la mauvaise observance. Non, ce n'est pas la mauvaise observance, mais en fait, c'est la perte des effets secondaires, quoi. Les effets secondaires liés à la prise de médicaments. Donc, on peut prendre ça comme étant aussi un facteur. D'accord? Quel autre facteur on peut ajouter? Il y a un élément, bon, vous avez dit les belles-mères, mais quand vous regardez ici, quelqu'un a été clair, il dit que les belles-mères disent que durant leur temps, ils n'avaient pas de CPN. Certaines d'entre elles n'encouragent pas les belles filles à fréquenter les centres de santé pour la CPN. Ça, c'est un élément. Ensuite, jusqu'à durant leur maternité, elles n'ont pas fait de CPN au centre de santé. Donc, elles ne sont pas d'accord que les belles filles gaspillent de l'argent dans la réalisation des CPN. C'est pourquoi bras de fer. Comment vous avez compris ça? Il y a un bactérie ici qui rend en jeu. Vous avez bien compris. Voilà. Il y a encore des bactéries qui sortent. Oui. On voit que il y a et il y a aussi des femmes non, ici. Oui. Il y a encore des bactéries. On a écrit agent de santé. Moi, je vois que la tête. C'est clair, on a dit, mais les belles ne font pas de CPN au centre de santé. Donc, elles ne sont pas d'accord que les belles filles gaspillent dans la réalisation des CPN. On a deux elles ici. Les belles-mères et les belles filles. Donc, si conceptualiser ça, comment on peut le faire? Ça vous renvoie à quoi? Les belles-mères et les belles filles. Ça nous renvoie à une inégalité entre les deux. Oui, une inégalité entre les deux. Mieux encore. C'est tout l'argument qui avait compris, il avait soumis aussi le côté culturel. Parce que ça, on peut résumer ça comme si ce sont des représentations. Des représentations sociales. Voilà. Oui, mais
qui des acteurs. Mais quand vous regardez les acteurs, quelle analyse des acteurs-là sont choc les valeurs culturelles. Ok. Mais pour faire simple, ici vous voyez tout simplement un problème de génération. Un problème de génération. Les belles-mères, il y a beaucoup de ces belles-mères-là, elles n'ont pas connu vraiment les choses communs. C'est récemment. Vous regardez du monde des secondes. Vous avez etc. Donc, vous avez aujourd'hui des filles qui fréquentent les escorts. Donc, c'est belle femmes d'autoriser les belles filles à fréquenter les escorts pour les besoins du CPN. Vraiment, c'est le gâteau de l'ordonnance. Donc voilà pourquoi leurs belles filles sont en train de gaspiller l'argent de leurs enfants. Donc ça c'est un problème de génération. Donc vous ajoutez génération, conflit générationnel quoi. C'est lui qui est en train de noter. Oui, oui. Est-ce qu'on a noté tous les éléments maintenant? Oui, oui. Ensuite, il y a aussi un autre élément. On a parlé des facteurs géographiques, les barrières géographiques, parce qu'on dit que l'existence des points d'eau et puis aussi la distance. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les barrières géographiques. OK. Donc, on a relevé, n'est-ce pas, tous les facteurs. On a combien de facteurs? C'est nous qui a noté. Bon, j'ai noté 7. Hein. Voilà, vous avez noté 7. Oui, oui. Donc, imaginez, si on avait 10 focus, vous allez faire ce travail-là avec les 10 focus. Vous allez rentrer dans le fichier de chaque focus et faire ce travail-là. Quand vous aurez terminé avec ça, c'est ça qu'on appelle le semi-brut. Dans ce cas, on va le semi-brut. Je vais écrire ça ici. Voilà, le semi-brut. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. Hein? Moi, je ne vois pas. Hein. Ce n'est pas au niveau des autres là. Ah oui, parce que j'ai mis sur un autre fichier. Je vais copier. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. OK. C'est ça qu'on appelle le semi-brut. Donc, si vous faites ce travail-là, vous aurez un fichier semi-brut où ça va comporter, n'est-ce pas? Par exemple, vous allez noter facteur freinant, n'est-ce pas, la CPL. Donc, vous allez voir les différents fichiers, les propos saillants, vous allez copier-coller. Par exemple, ici, quand on dit
la non-réalisation des CPL. Ça, c'est bien. Donc, je peux copier. Je vais mettre ça ici. Donc, en mettant, pour que je ne me trompe pas, je peux mettre entre guillemets dans un premier temps. Je vais dire focus participant focus FGD, n'est-ce pas, AFC, Mamatouni. Vous comprenez? Ça, c'est le code. On sait que c'est le participant d'un focus qui a été organisé avec les AIC qui a donné ce propos-là. Maintenant, prenons un autre exemple de la longueur de la distance. Et puis, les moyens financiers. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ça ici. Donc, supposons que ce propos-là est ressorti dans un autre focus. Par exemple, prenons focus femme participante. Cette fois-ci, c'est une femme. FGD. Prenons, par exemple, client. Voilà. Donc, on sait que celui qui a dit ça, n'est-ce pas, vient du client. Donc, on fait ce travail-là. Quand vous aurez terminé avec les facteurs freinant la CPN, par exemple, quand on continue, vous allez voir une autre question, le rôle que jouent les hommes dans le suivi de la grossesse. Donc, vous allez venir ici, suivi des hommes dans le suivi de la grossesse. Vous allez voir aussi quels sont les éléments saillants qu'on peut retenir dans chaque focus. Si c'est 10 focus, vous allez consulter les 10 focus. On dit que les hommes accompagnent les femmes au centre de santé et achètent les médicaments prescrits et suivent la prise des médicaments à la maison. Donc ça c'est important, on peut prendre ça. Je vais coller ça ici. Je vais mettre entre parenthèses. Disons que c'est une adolescente qui a donné ces propos-là. Donc, je vais mettre adolescente. J'ai mis focus groupe de discussion. Je vais mettre pour mon tour. Si le focus en question a été réalisé dans le village de Koumantou. C'est un exemple, mais en réalité, la manière de couler diffère quoi. Ensuite, je vais aussi regarder qu'est-ce qui a été dit par rapport au rôle des hommes. Ils ont dit aussi, c'est de surveiller l'alimentation de la femme enceinte, telle que la consommation des légumes et aliments vitaminés. Donc, je peux copier ça. Je reviens. Je vais mettre ça. Cette fois-ci, c'est un leader religieux. Si vous avez organisé un focus avec le leader religieux, vous allez dire leader communautaire, FGD, prénom Colombola. Voilà. Donc, quand vous aurez terminé, vous allez voir que vous aurez un fichier condensé de l'ensemble de vos focus group ou des entretiens individuels. Dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de revenir dans ce fichier-là. Par exemple, vous voyez que ça, c'est la transcription, c'est 19 pages. Donc, s'il faut tout le temps revenir,
ça va vous prendre énormément du temps. Avec la synthèse là, ça va vous résumer, n'est-ce pas, les points de vue des gens. Ensuite, c'est sur la base de ça maintenant que vous allez commencer l'analyse proprement dite. Voilà. En ce moment, on peut commencer l'analyse. Et si on revient à notre facteur, on a parlé de l'autorisation des chefs de famille. Les chefs de famille. Alors, si il se trouve que vous disposez de beaucoup d'informations sur l'autorisation des chefs de famille qui constitue vraiment un facteur de blocage par rapport à la réalisation des CPN par les femmes enceintes. Donc, on peut prendre ça comme un sous-titre des facteurs freinants. Vous allez analyser. Vous allez analyser. Maintenant, pour montrer que vous n'êtes pas en train de parler dans le vide et que vous allez faire réellement du terrain, vous allez revenir dans votre fichier semi-brut. Alors, vous allez essayer de voir est-ce qu'il y a un propos qui convient aux autorités, à l'autorisation des chefs de famille. Donc ici, on n'avait pas pris, mais là-haut, je pense qu'il y a un point intéressant. Donc, on va prendre ça. En bas. Voilà. Voilà. On dit que c'est le chef de famille qui donne son autorisation pour qu'une femme puisse partir au centre de santé pour le CPN. Donc, moi, je peux prendre ça. Je vais coller ça ici. Je vais mettre en italique. Je vais donner le code de celui qui a dit ça. Donc, supposons que si c'est une femme enceinte qui vous a rencontré, je vais mettre femme enceinte origine Kina. Très bien. Donc ça là, c'est ça qu'on appelle un verbatim. Je vais mettre entre parenthèses verbatim. Ou le nom classique, une citation. Donc on a pris la citation ou les citations de certains enquêtés pour étudier, n'est-ce pas, notre analyse. Donc on a analysé. Maintenant, pour montrer que vraiment ce que nous sommes en train de dire, on n'a pas inventé, ça vient des données du terrain. Je vais mettre ça. Donc, celui qui va lire le rapport, il sait que vraiment j'ai analysé, mais pour soutenir l'analyse, j'ai mis aussi des discours de certains participants. Donc, je peux mettre 2 citations. Comme je peux me limiter à une citation ou à 3 citations. Mais vraiment, ce que vous allez mettre ici, il faut que ça soit vraiment cohérent avec l'analyse, avec le titre ici, l'autorisation des chefs de famille. Il ne faut pas mettre un verbatim qui parle du rôle que l'homme doit jouer durant la période de la grossesse. Alors que le chapeau là, c'est l'autorisation des chefs de famille. Donc, si vous terminez avec ça, le deuxième facteur de blocage qu'on a relevé, on a parlé barrière géographique. Donc, barrière géographique. Ça aussi, vous allez analyser. Donc, si vous terminez ici, s'il y a vraiment un verbatim qui soutient, donc vous revenez dans votre fichier semi-brut et vous allez copier, n'est-ce pas, le verbatim en question. Vous allez mettre ça ici.
Vous avez fini, vous revenez le deuxième, prenons par exemple autorisation, conflit, générationnel. Donc, vous pouvez mettre au milieu ou à la fin un verbatim. Quand vous terminez, quatrième facteur, vous avez, on avait noté quoi d'autre? Problème de sensibilisation. Donc, sensibilisation. Voilà. Donc, vous continuez, etc., etc. Donc, vous voyez que vraiment, celui qui va lire votre rapport, il sait qu'en fait, dans cette communauté-là, il y a plusieurs facteurs qui freinent la réalisation des CPN. Mais si vous procédez comme ça, c'est la catégorisation des facteurs. Mais généralement, il y a beaucoup d'étudiants qui vont dire que oui, les facteurs sont par exemple l'autorisation qui freine, c'est la non-autorisation des chefs de famille, la distance géographique, le conflit entre les belles-mères et les belles-filles, le manque d'information. Et puis la personne se limite là. Ensuite, il va aller à autre point. Vous voyez que ça, c'est vraiment très synthétique. Et il a seulement fait l'inventaire, mais il n'est pas allé en profondeur. Alors, ce n'est pas une enquête quantitative, c'est une enquête qualitative. On a besoin vraiment des éléments de détail. Il faut vraiment détailler ce que vous donnez comme, ce que vous produisez comme analyse. Quand vous mettez l'autorisation des chefs de famille, il faut que les lecteurs comprennent en quoi les chefs de famille constituent un obstacle par rapport à la réalisation des CPN. Il ne suffit pas de citer, mais on a besoin d'expliquer, d'argumenter avec des exemples. C'est ça, les verbatims. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais le seul but là aussi, vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont faire sur Excel. Donc, autorisation des chefs de famille, ça c'est une colonne. Les thèmes là. Et dans une autre colonne, ils vont mettre les propos saillants, les verbatims là. Donc, on peut le faire bien sûr dans une matrice. Donc, ça dépend quel format vous allez adopter. Donc, si vous terminez, si vous dites que vous avez terminé, donc on vient au rôle. Joué par les hommes durant la période de la grossesse. Ensuite, quand vous terminez, l'accouchement. Tout ça là, c'était l'accouchement, c'était la grossesse. Maintenant, ça c'est l'accouchement. Voilà. Et cette première question, quelle est la perception de la population sur l'accouchement au centre de santé? Donc vous voyez qu'il y a numéro 1, il y a numéro 3 qui a parlé, il y a numéro 4, numéro 6, numéro 5. Voilà. Ensuite, quels sont les facteurs qui favorisent les accouchements au centre de santé? Quels sont les avantages de l'accouchement au centre de santé? Quelles sont les raisons de l'accouchement à domicile, etc. Est-ce que vous avez compris un peu, est-ce qu'il y a des questions? D'abord, comment il faut transcrire, et partant de là, comment il faut faire un synébrute, et ensuite procéder l'analyse. Donc, vous avez la parole. Compris, professeur.
C'est compris? Oui, mais professeur, si quand on prend c'est-à-dire les semi-bruts là, voilà, c'est-à-dire ça, quand on finit, on a transcrit, on fait les semi-bruts par rapport à chaque question, non? Les semi-bruts. Oui, c'est par rapport à chaque thème. Ah voilà, à chaque thème, je veux dire, voilà. C'est par rapport à chaque thème. Par exemple, prenons, par exemple, thème alimentation complémentaire de la femme enceinte et allaitante. Ça, c'est le thème. Mais ce thème porte des chapeaux. Vous avez la perception de la population par rapport à l'alimentation complémentaire. Ensuite, vous avez la disponibilité des aliments, la contribution des hommes dans le suivi de l'alimentation. Voilà, ça, c'est les 3 questions. Donc, si vous allez faire le semi-brut, il faut le faire pour que ça soit clair pour vous. Il faut le faire avec cette question. S'il y a 10 entretiens, vous allez regarder cette réponse-là, la réponse donnée par rapport à cette question. Donc, vous allez essayer de copier-coller les réponses saillantes. Quand vous terminez avec la première sous-question, vous allez faire la même chose avec la deuxième sous-question qui porte sur la disponibilité des aliments. Ensuite, vous allez terminer par la contribution des hommes dans le suivi de l'alimentation. Donc, les 10 entretiens, les 10 focus, vous allez voir que, par exemple, dans certains focus, vous n'allez pas prendre forcément des choses parce que c'est la même chose que, par exemple, pour le premier focus. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire de prendre forcément des éléments dans chaque focus. Mais si c'est des éléments importants, il faut copier-coller sous cette question-là. Donc, si vous terminez, comme ça, c'est comme si vous avez fait un premier déroulement. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les données brutes. Hein? Ok. Voilà, donc ça vous donne un condensé. Sur la base de ces fichiers-là, donc vous allez commencer à analyser. Donc, vous voyez que, d'abord, comme je vous ai dit, si vous avez bien conçu le guide d'entretien, en fait, l'analyse c'est clair. Ici, ça sera un chapitre et vous avez les sous-titres. Petit A, donc, perception de la population sur l'alimentation complémentaire. Donc, vous allez analyser, quand vous aurez terminé, petit B, la disponibilité des aliments de complément. Petit 3, contribution des hommes dans le suivi de l'alimentation de la femme enceinte et allaitante. Et vous analysez. Donc, vraiment, le guide est très bien fait. Ça renvoie déjà au plan d'analyse que vous allez adopter. Alors, mais il se trouve que, par exemple, la contribution des hommes là, dans le suivi de l'alimentation, vous n'avez pas assez d'éléments. Donc, si c'est le cas, il ne faut pas titrer ça. Vous pouvez analyser, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas en faire un titre. Parce que si c'est seulement 4 lignes, donc 4 lignes, c'est vraiment pour que ça soit un sous-titre, quoi. On est d'accord? Donc, pour faire ça, il y a une manière. Donc, en dehors de la disponibilité des aliments, on a remarqué que la majorité des hommes à Kolindeba vraiment participent au suivi de l'alimentation. Donc, vous allez vous donner quelques exemples. Si vous titrez et mettre une ligne, 2 lignes, en réalité, les normes ne veulent pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais fermer ces fichiers-là. Hein. Vous allez nous envoyer ça après, non? Oui, je vais vous envoyer. Okay. Avec tout ce qu'on vient de faire sur le fichier.
Vous avez... C'est un des Je vais vous montrer aussi comment on codifie là. Je vous ai dit que ça dépend en fait des études et puis voilà. Voilà, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui. C'est une étude qu'on a réalisée ici. Vous voyez, c'était la région de Kaye, Kougou, Sikasso, Ségou, Bamako. C'était un bureau d'études à Londres et c'était une étude de l'UNICEF. Il y avait plusieurs pays, raison pour laquelle vous voyez ici Tanzanie. Voilà, mais bon, par rapport à cette étude, le bureau en question avait demandé aux enquêteurs de codifier comme ça. Par exemple, Kaye là, c'est K. Kougou, c'est Kou. On est décrit toujours Kou. Kougou. Si vous avez fait un entretien à Kougou, on va voir le reste de l'exemple en bas. Donc, vous allez mettre Kou. Sikasso, ça c'est Si, Ségou, C, et Bamako, c'était Ba. Mais comme l'étude là, c'était au niveau de la commune 6, donc c'était Bavi. Bamako, commune 6, donc Ba, et on a pris 6. Oui, allez-y. Il y avait deux villes des mêmes signes, qu'est-ce que c'est la même? Non, les régions, là, il n'y a pas, les régions, ce n'est pas forcément les mêmes signes. Mais si c'est le cas, vous allez différencier. Par exemple, prenons Kaye, s'il y avait deux Kaye, on sait que, bon, deuxième région, forcément, ce n'est pas la deuxième région. Peut-être ça peut être un village. Donc, on pourra dire KV, par exemple. Un exemple. Voilà. Alors, vous voyez ici l'exemple, comment on doit codifier le fichier. Donc, les ID là, chez eux, ça c'est les entretiens individuels. Vous avez le site, le sexe de la personne interrogée, son âge, les initiaux de l'enquêteur et la date. Par exemple, vous voyez cet exemple-là, je vais mettre ID. Quand on a ID, c'est comme si je mettais EI, entretien individuel. Ensuite, je fais tirer d'en bas, Sikasso. Donc, c'est une femme, elle a 16 ans. Celui qui a mené l'entretien, donc ça, c'est les initiaux, prénom et nom. Ensuite, vous voyez la date, donc le 15/5 mois 2021. Ça, c'était un exemple de codification. Maintenant, pour les focus group. C'est la même chose sur les cartes amour. Hein? C'est la même chose sur les cartes amour. Les cartes amour? Oui. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une école aussi qui est proche de ça. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc ensuite, ça c'est le focus group de discussion. Donc FGD, type, parce qu'il y avait plusieurs types ici, on a fait avec les mères, avec les parents, avec les mères, les pères, les grands-mères, n'est-ce pas, les adolescentes et les adolescents. Donc déjà, si vous mettez FGD, le type là, si c'est avec les mères, vous allez mettre ME, la date, le site, donc la région, parce que cette enquête-là, c'était uniquement les chefs-lieux des régions. Ensuite, initial de l'enquêteur. Vous voyez ici, focus group, donc ça a été réalisé avec les maires, donc le 10/5 mois 2021, K, ça c'est celui qui a animé le focus. Non, ça c'est le site. Voilà.
Et ça, c'est celui qui a réalisé, qui a animé le focus en question. Donc, vous voyez, si c'est focus avec les mères, donc on est ME. Si c'est les pères, PE. Les grands-mères, GM. Filles adolescentes, FA. Les garçons adolescents, on mettait GA. Professeur, Oui. Ces codages-là, c'est le standard. Ok, merci. Je n'ai pas compris. Le codage là, ce que vous avez fait, par exemple, vous avez mis focus groupe mère, et puis après il y a les types, la date, et puis la ville et l'enquêtrice, celui qui a animé le groupe. Mais est-ce que, voilà, je vais essayer, si ça c'est le standard. Non, non, c'est pas le. En fait, il n'y a pas un standard en la matière. Ah, ok, c'est ça que je veux dire. Vous voyez que ce n'est pas la même chose avec ça. Ce qu'on a dit tout de suite là, ce n'était pas la même chose. C'était plus simplifié que ça, quoi. Donc, le fichier même, vous allez nommer le fichier comme ça. Ce n'est pas en donnant, c'est pas par exemple, on ne va pas mettre un entretien avec le critère régional de Sikasso. Non. Donc, si c'est ici, là, on faisait comme ça, ID, on met Sikasso. Comme l'enquête c'était un nom, donc on dit, on va mettre H ici, on va mettre son âge, et puis celui qui a réalisé et la date. Voilà. Dans la réalité, ça là, c'était un peu compliqué. Pour que les agriculteurs même soient familiers avec ça, il a fallu vraiment beaucoup d'exercices. Voilà. Donc, chez eux, ils appellent les entretiens individuels KID. Donc, pour les KID, c'était, vous mettez qui de, exciseuse, la date, le nom de la ville et l'initiateur de la personne. L'initiateur de la personne qui a animé le focus. Voilà. Donc, ça, c'était un cas d'exemple que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a aussi les conventions là. Comment même les conventions de transcription, je pense que si le temps nous permet, on va faire carrément un cours sur ça parce que c'est un peu mesquin. Donc, ça ne peut pas projeter un fichier PDF. Ça doit pouvoir projeter. Il faut cliquer sur la barre de menu, quoi. Non. À gauche et en haut, les trois traits qui sont là-bas. Au niveau des conventions de transcription, quoi. Les trois traits, la menu, quoi.
côté de l'icône de l'imprimante alors. Voilà. Non. Voilà. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'autre côté, quoi. Voilà. Non, en haut, voilà, sur les 3 traits là. Convention de transcription, les 3 traits là. Vers la gauche. Extrême gauche. Quand vous cliquez sur, voilà. Voilà. Mais on ne vous entend pas, hein. Il n'a pas commencé à parler. Ok. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je n'attends pas. Non, son micro est fermé. Professeur, votre micro est fermé. Le micro est fermé. Professeur, votre micro est fermé. Est-ce qu'il attend? Bon, normalement, il doit attendre. Oui, il doit attendre. Voilà. Attends, je ne sais pas si les autres sont... Il dit qu'il n'arrive pas à ouvrir le micro. C'est ce qu'il a écrit en bas, quoi. Ah, il a déjà appelé Jacté. Il est à l'école ou bien il a... Oui, il est en classe là-bas. Ah, il est en classe là-bas? Oui. Oh, voilà, micro d'ailleurs là, c'est ça. C'est bon? Le micro est ouvert maintenant. Voilà. Et moi, Jacté, il t'a fait le micro là. Sinon, je vais commencer à dire. C'est ça. Et on va ouvrir avec un PDF en haut là-bas. Voilà, d'accord. Ça, si vous arrivez à partager avec un nombre. Partager là. Voilà. Bon, le clic pouvait retrouver. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok, très bien. Jacté est venu nous sauver. Bon. Ok, donc ça, c'est les conventions de transcription. Dans le cours, on a parlé de la transcription intégrale. Donc, qui parle de la transcription intégrale parle de la prise en compte de beaucoup de choses.
Donc, on a dit la communication verbale, mais aussi la communication gestuelle. Donc, vous voyez ici, cette flèche-là, ou bien cette barre-là, quand vous mettez ça, donc, ça veut dire rupture dans l'énoncé sans qu'il y ait réellement de pause. C'est-à-dire que la personne, en parlant, par exemple, il y a eu une petite rupture, mais en réalité, ce n'est pas une pause en tant que telle. Donc, la barre comme ça, là, ça c'est interruption de l'énoncé suite à l'intervention d'un interlocuteur. Par exemple, si vous êtes en train de vous entretenir avec quelqu'un, soudainement, il y a quelqu'un, un voisin par exemple, qui vient pour parler avec la personne en question. Donc, vous allez faire ça. Celui qui va lire la transcription, il sait que quand vous avez commencé l'entretien, à 15 minutes, l'entretien a été interrompu par quelqu'un d'autre. Maintenant, le plus, ça veut dire une pause brève. Donc, plus vous mettez plus, ça veut dire que la pause vraiment est longue. Mais si c'est un seul plus, cela veut dire que c'est une pause brève, donc ça n'a pas été long. Mais si c'est 6 plus ou bien 8, etc., donc cela veut dire que la pause elle a été un peu longue. Ensuite, P, 15 secondes. Lorsque c'est entre parenthèses, donc cela veut dire qu'il y a eu une pause de 15 secondes. Par exemple, si quelqu'un est venu vous donner du thé, pendant que vous prenez le thé, bon, naturellement, il y aura une petite pause. Ensuite, ça là, ça c'est enchaînement rapide de la parole. Ça veut dire voilà. Le point d'interrogation ou le point d'exclamation, ça c'est indique, cela indique l'intonation. Donc quand vous allez mettre ça, peut-être que la personne a posé une question, souvent ça arrive, l'enquêter. Ou bien par exemple, donc s'il dit vous allez mettre ça, le point d'exclamation. Donc oui, bravo, accentuation d'un mot d'une syllabe, oui, bon, allongement de la syllabe ou du problème qui précède. Donc si la personne lit, sourit par exemple, vous allez mettre entre parenthèses rire. Ironique, oui. Par rapport à l'intonation, on met un ou bien deux signes, ou bien juste un seul son. Oui, il faut mettre seulement un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. Mais par exemple, il a dit ça 5 minutes après, il a fait la même chose. Donc vous allez mettre aussi le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Mais je parle, est-ce que ça mettre point d'exclamation 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, ça ne pose pas de problème? Non. Par exemple, quand il parle, arrivé à un certain niveau, il y a une question, donc vous allez faire le point d'interrogation à la fin de sa réponse. Quand il dit et quand vous gagnez une carte de l'air, vous allez transcrire et à la fin vous allez mettre le point d'interrogation. Ensuite, vous avez commencé à échanger. À un autre niveau, il va faire la même chose. Donc, vous allez aussi mettre le point d'interrogation. Ce n'est pas un problème. Tout ça, on fait pour que vraiment qu'on puisse savoir dans quelles circonstances l'entretien a été réalisé. Voilà, la personne qui va
tous ces signes-là, c'est que à un moment, l'entretien a été interrompu, c'est qu'à un moment, vraiment, la personne a haussé son ton. Un moment, vraiment, il a parlé rapidement. Voilà, donc ce qui fait que vous avez même la difficulté de transcrire comme il faut. En tout cas, ces passages-là. Voilà, moi, je parle par rapport au degré d'intonation. Mm-hmm. Comme vous venez d'expliquer au niveau de pause, c'est-à-dire pause longue. Maintenant, les gens peuvent, c'est-à-dire différemment quoi. Les gens peuvent. L'intonation peut se faire chez les autres différemment. Maintenant, celui qui fait une intonation vraiment extraordinaire par rapport à une autre, c'est-à-dire, je parle, est-ce qu'on peut mettre le point d'exclamation 2 fois, 3 fois, 4 fois comme ça quoi? Oui, ils n'ont pas dit ça, mais je pense que si vous mettez un point d'exclamation, mais si vous voulez aussi mettre l'accent sur, comme une fois il a fait ça, donc vous voyez, donc vous pouvez mettre 2 points. En tout cas, moi je vous présente les normes, mais même les normes là, ça varie quoi. Voilà, comme les Jara font quoi. Mm-hmm. Donc, d'accord, point d'interrogation entre guillemets, comme ça, cela veut dire que séquence dont l'interprétation reste incertaine. Alors, alors, hésitation à transcrire l'une ou l'autre de ces formes. Donc, cela veut dire qu'il y a une hésitation. Quand c'est entre guillemets avec 3 points, donc séquence inaudible, incompréhension. Par exemple, en transcrivant, vous allez voir qu'il y a des passages, on revient plusieurs fois, on écoute, mais en réalité, on ne sait pas exactement ce que la personne a donné comme information. Donc, si c'est le cas, vous allez mettre 3 points entre guillemets comme ça. Ensuite, par exemple, on dit A, tu vas bien depuis la dernière fois, chevauchement de parole. B, ça veut dire que ça, c'est quelques exemples pour vous montrer. B, ça va. Bonjour. La partie du mot entre parenthèses n'est pas prononcée. Donc, par exemple, bonjour. Donc, la personne n'a pas vraiment prononcé correctement le bon là. Cheta, représentation phonético-orthographique. Donc, égal, ça c'est liaison inhabituelle. Voilà. Donc, c'est quelques transcriptions. Donc, vous voyez ici quelques exemples. Oui. Alors, les transcriptions qu'on a déroulées là, il n'y a pas cette convention-là. Ils ont fait une transcription, mais sans pourtant mettre ceci là, parce que même pour le faire ça prend du temps. Hein. Ça bouffe énormément du temps. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vu par exemple quelqu'un qui est un professeur qui se trouve au Canada, qui cherche quelqu'un pour la transcription. Donc, voilà, qui cherche quelqu'un pour transcrire. Donc, il y a et généralement, ils transcrivent en heure. Une heure, ça peut être 25 000 francs, 5 000 francs, ça dépend, voilà. Mais tout ça, c'est connu. Quand vous partez sur le net, vous aurez des informations sur ça. Non, là, je n'ai pas le temps de transcrire. C'est vraiment fatigant, il faut avoir du temps. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, la question 3, quand on a posé, le prof, vous voyez qu'on a mis entre guillemets 3 points, et puis il y a le point d'interrogation. Cela veut dire que la personne
a pris un peu de temps avant de répondre et après il a haussé son ton. Seulement 3 enfants se rappellent de ce qui se passe depuis le début de l'histoire. Et voilà, vous avez les 2+. Voilà. Quand je vais vous envoyer ça, vous allez lire, vous allez comprendre un peu. C'est bon? Et les transcriptions par chaque fois en dessin animé façon là. C'est comme si dessin animé. Oui, il y a une tête avec des sourires ou même des couleurs, voilà. Bon, ça c'est autre chose. C'est pas la transcription. Bon, en tout cas, dans le contexte de la recherche, c'est pas ça quoi. Voilà. Ça c'est autre chose. Ok. Ça c'est bon. Bon, je vais vous montrer un exemple d'audio. Mais je ne sais pas si le son, vous allez le thème 6e 2017 entretien individuel avec. Est-ce que vous entendez? Village de Nazana de R. Est-ce que vous avez entendu? Ça n'a pas été partagé. Hein? On entend un peu, mais c'est pas partagé quoi. On entend un peu. Ah, ok. C'est bon, c'est un fichier audio. Le volume, c'est. Vous écoutez? Ah non, j'ai mis un audio en marche. C'est un entretien audio quoi. Ah, ok. Vous n'entendez pas? Non, le volume ne s'entend pas bien. Je suis désolé, bon, c'est le dernier. Le volume, c'est au niveau maximum. Bon. Ok, c'est pas grave. Bon, l'audio là, c'est lourd. Hein. Je ne peux pas envoyer ça, mais les autres là, je peux vous envoyer. Si c'est avec Jacté, on peut l'avoir. Hein? Si c'est avec Jacté. Bon, en fait, aussi, l'audio, c'est un peu confidentiel parce que c'est. Ah, ok, c'est vrai. D'accord. Merci. C'est un cas réel, quoi. Donc, même les transcriptions, là, je vous donne, dans la réalité, c'est des données réelles, quoi. Ok, donc, il reste 30 minutes, 20 minutes à peu près. S'il n'y a pas de questions, on va commencer le cours d'aujourd'hui même, qui porte sur l'observation. Donc, c'est le 3e outil Camille qu'on va voir. Si vous arrivez à maîtriser ces 3 outils, vraiment, c'est très très bon. Donc, l'observation. Qu'est-ce que vous entendez par l'observation? Et quelle différence existe-t-elle, n'est-ce pas, entre observation, focus et l'entretien qu'on a parcouru? L'observation, ça veut dire quoi? Bonsoir, professeur. En fait, l'observation, c'est, comment on appelle, regarder et quelqu'un fait ce qu'il fait, quoi.
Oui. Voilà, et regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, selon vous, si j'ai bien compris, on observe que l'individu est en train de réaliser un acte. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Oui. C'est différent de l'entretien quand on demande à la question de... C'est sans intervenir que je dois ajouter. Sans intervenir. Oui, on observe, on regarde, on dit tout, mais on n'intervient pas pour modifier ce qui se passe. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le premier intervenant qui dit qu'on observe que l'individu en acte? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Hein? Oui. Je peux ajouter. Oui. L'observation, bon, en général, bon, ça se termine par l'entretien aussi. Hein. Ce que vous avez observé, vous allez entretenir avec les responsables d'une manière quoi. Donc, c'est comme si j'observe Dr Sanogo, par exemple, dans son bureau. À la fin de l'observation, je vais aussi l'interviewer directement. C'est ce que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Très bien. Alors, voilà un outil qui est important et qui vient compléter les deux outils qu'on a vus, c'est-à-dire l'entretien individuel et le focus. L'observation, sa particularité, c'est quoi? On regarde un individu, ça peut être un individu, donc ça peut être un espace. Donc, on n'observe pas seulement l'être humain. On peut observer les humains, on peut observer un lieu, comme on peut observer aussi une activité quelconque. Voilà le cadre d'application de l'observation. Une de ses particularités aussi, c'est le fait que quand on est dans l'observation, on ne pose pas de questions. Si par exemple on est en train d'observer le médecin ou la sage-femme ou le commerçant qui est dans sa boutique, donc on ne questionne pas les clients, on ne questionne pas le commerçant. On est là, on est assis et on observe ce que le commerçant il fait dès qu'il ouvre sa boutique jusqu'à 10 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'interaction entre lui et les clients qui viennent acheter au niveau de sa boutique? Très bien. Donc, vraiment, quand vous décidez aussi de choisir l'observation comme un outil, en fait, dans le protocole de votre recherche, vous devez préciser son choix et l'expliquer pourquoi vous allez observer telle ou telle chose, tel ou tel groupe d'acteurs ou tel individu. Donc, il faut expliquer le choix. Et l'entretien va porter sur quoi? Est-ce que vous allez observer les élèves quand ils sont à l'école ou bien vous allez les observer au niveau familial? Est-ce que vous allez observer les patients au niveau du centre de santé ou au niveau de leur domicile? Donc, ça, c'est des éléments de précision que vous devez vraiment mentionner dans le protocole. Alors, tout comme l'entretien et puis le focus, avant de partir sur le terrain, vous devez aussi élaborer ce qu'on appelle une grille
d'observation. On peut appeler autrement un schéma d'observation. Cela veut dire que voilà les différents éléments sur lesquels je vais focaliser mon observation. Parce qu'il faut comprendre que l'observation, pour la réaliser, demande suffisamment de moyens. Vraiment, c'est un outil qui est coûteux si on veut vraiment réaliser comme il faut et obtenir des résultats fiables. Ça demande vraiment du temps, ça demande de l'argent. Parce que quand vous prenez les premiers chercheurs, c'est des gens qui ont quitté leur pays et ils viennent séjourner dans une communauté pendant une année, pendant 2 ans, donc en train d'observer la communauté en question. Donc vous comprenez qu'une année, c'est beaucoup de budget. Si c'est 3 mois, 4 mois, c'est beaucoup de budget. C'est pas venir et puis faire 10 minutes dans une localité et puis retourner et dire que vous avez fait une observation. Alors, l'observation, il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs types d'observation. Est-ce que c'est une observation participante? Est-ce que c'est une observation non structurée, comme on a vu l'entretien non structuré? On se jette et on prend l'élément qui va ressortir. Est-ce qu'on veut observer de cette manière? Est-ce qu'on veut préciser notre cadre d'analyse, notre cadre d'observation qu'on appelle observation structurée? Mais lorsque ce n'est pas structuré, ça c'est non structuré, cela veut dire que, en fait, on décide de ne pas préciser ce sur quoi on va observer. Donc, on va s'intéresser à tout. C'est comme si vous sortez de votre famille, n'est-ce pas? Vous vous arrêtez au bord du goudron, vous allez voir tout ce qui se passe. Souvent, c'est plutôt le pas de statistique. Bon, ça dépend. Et si vous êtes un chercheur, je pense que vous n'avez pas intérêt d'être distrait. N'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas là pour faire du tourisme. Parce que si vous continuez comme ça, ça va être compliqué pour vous de pouvoir récolter des informations. Vous observez pour retenir des informations. Cette fois-ci, vous choisissez de ne pas poser directement les questions aux individus qui sont en face de vous, mais vous prenez l'option, n'est-ce pas, de les observer par rapport à ce qu'ils sont en train de réaliser comme activité. Alors, on va voir en détail ces différents éléments, donc ça se prépare. Est-ce que vous avez le diapo? Diapo 2. Non, toujours la diapositive 1. Ok, j'avais mis en mode diaporama, donc ça ne pourra pas aller. C'est bon maintenant? Oui. Ok. Alors, en termes d'introduction, on dit que tout comme l'entretien, l'observation est structurée par nos objectifs de recherche, par nos hypothèses. On ne peut pas tout observer et notre regard s'arrête forcément sur un aspect de la réalité. Ça, c'est très, très clair. Alors, imaginez si vous partez au marché. Si vous devez observer tout ce qui se passe au marché, alors c'est fatigant. Alors, en fonction de votre thème de recherche, en fonction des objectifs que vous avez formulés, en fonction des hypothèses qui ont été émises, c'est sur la base de cet ensemble-là que vous allez fixer
votre cadre d'observation. Vous allez déterminer votre cadre d'observation. Parce qu'en réalité, nous, on observe à travers les yeux. À un moment donné, on est limité. Et raison pour laquelle il faut aussi délimiter le cadre d'analyse pour nous faciliter le travail. Mais cette délimitation est faite en se basant sur nos objectifs, sur nos hypothèses. Donc finalement, pour observer, il faut un point de repère, un point de référence. Je vais observer un match de football. Mais tout ce qui m'intéresse, à la fin du match, c'est ce qui m'intéresse, la fin. Comment les deux équipes, comment elles vont se comporter, comment les gens vont se saluer, est-ce qu'il y aura des frustrations. Donc la fin du match, ça c'est mon cadre d'analyse, ça c'est mon cadre d'observation, ça sera le point de repère de mon observation. Pas le débit, quand ils sont en train de jouer, non, cela ne m'intéresse pas. Moi, parce que mon thème de recherche, si ça porte par exemple sur la cohésion d'équipe, je ne sais pas, en matière du sport. Donc, par exemple, à la fin, quels sont les comportements? Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont insulter d'autres, etc., etc. Donc, tout ça, cela m'intéresse, mais pas vraiment si les joueurs sont en train de jouer correctement sur le terrain, si on respecte les consignes données par l'entraîneur, etc. Non, cela ne m'intéresse pas. Donc, pour X raisons, compte tenu de nos moyens financiers, compte tenu du temps dont nous disposons, il est aussi important, n'est-ce pas, de déterminer l'aspect ou les aspects sur lesquels on va observer. Ça, c'est vraiment important. Alors, ce que nous devons aussi comprendre, l'observation est un outil qui nous permet de découvrir la réalité. Imaginez, vous allez demander aux gens, ils vont dire, chez nous, vraiment, au moment de manger, tout le monde lave les mains au savon. Au sortir des toilettes, c'est la même chose. Même dans ma chambre, j'ai même vraiment un dispositif. Les gens vont livrer ces informations. Mais pour vérifier, allez-y voir chez eux. Il y a des gens qui disent qu'ils dorment sous moustiquaire, mais quand vous rentrez dans leur chambre, vous n'allez pas voir de moustiquaire. Mais si vous limitez, n'est-ce pas, au déclaratif, il y a une partie de la réalité qui va vous aider. La raison pour laquelle, vraiment, en réalisant un travail qualitatif, si vous avez la possibilité de choisir aussi l'observation comme un outil, c'est vraiment très très bien. Donc ça va vous permettre, n'est-ce pas, de délimiter l'écart qui existe entre les dires des gens et leur comportement, parce qu'il y a toujours un écart. Ensuite, c'est vrai que c'est un outil qui est bien, mais il faut aussi prendre des précautions. On ne pose pas directement des questions aux gens. Si on ne fait pas attention, on risque de déformer la réalité. Le jour de mon observation, je vais voir que le médecin chef vraiment discute bien avec l'équipe. Mais il se peut que ça, ce n'est pas le comportement habituel du médecin chef. Le
le hasard a fait que je suis tombé sur ça. J'ai rencontré cette ambiance, mais ce n'est pas le comportement habituel du médecin-chef. Donc, si je ne fais pas attention, je vais noter que vraiment dans ce centre-là, il y a une très bonne relation entre l'administration et l'équipe. Donc, raison pour laquelle on dit que l'observation peut être une source de malentendu, de déformation de la réalité à cause de la mauvaise interprétation. On va noter les choses comme ça, mais on ne sait pas pourquoi le médecin-chef aussi est si proche de son équipe. Il faut trouver un élément explicatif. Mais si on ne fait pas attention, on peut surinterpréter, n'est-ce pas, pour dire que vraiment dans ce centre-là, tout va bien, alors que c'est le contraire. Donc ça, c'est vraiment un élément à retenir par rapport à l'observation. Maintenant, pour éviter ces risques de mauvaise interprétation, il est toujours recommandé, si vous avez la possibilité, de combiner l'observation à d'autres outils qualitatifs, comme l'entretien, comme le focus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'observation comme étant le seul outil de collecte. Il faut réaliser l'observation, mais il faut aussi faire des entretiens. Vous pouvez aussi faire des focus, mais il n'est pas dit que si vous faites une observation avec le médecin-chef, ou je ne sais pas, avec la sage-femme au niveau de la maternité, à la fin qu'il faut poser des questions à cette sage-femme. Là, ce n'est pas en réalité une observation. Vous allez faire l'observation, si vous devez faire un entretien, vous allez cibler un autre acteur qui n'était pas concerné directement par l'observation. Vous allez par exemple choisir le médecin-chef ou le DTC qui n'était pas présent au moment où vous avez fait l'observation. Vous avez observé, mais vous pouvez aussi faire des focus avec les femmes qui viennent fréquenter, n'est-ce pas, le CESCOM. Ok. Maintenant, professeur. Oui. Oui, mais il y a comme l'observation, c'est à des niveaux. On peut, c'est l'observation à l'insu de l'observer. Et puis l'autre là, que la personne soit au courant qu'elle est en train d'être observée. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire qu'il y a les deux sortes d'observation. Vous êtes venu m'observer dans mon travail et que moi-même je sais que vous êtes en train de m'observer. Oui. Ça c'est un. De deux, mais vous êtes venu observer mon travail et que je ne sais même pas que vous êtes là. Oui. Voilà. Je pense que les questions, c'est là-bas les questions, on peut poser les autres questions à un comportement étranger, par exemple à une autre personne. Par exemple, si on demande au médecin-chef pourquoi la sage-femme a dit à l'autre dame de ne pas faire comme ça, parce que ça, c'est ce que vous avez constaté au cours de l'observation, mais que vous n'avez pas compris. Maintenant, on peut poser la question au médecin-chef pourquoi la sage-femme a mis cette dame de l'autre côté, mais peut-être le médecin-chef va répondre bon, pour nous ici, si une dame à cet état, on la met pourquoi elle a été séparée des autres. Oui. Voilà. Donc, voilà. Oui, ça c'est possible. Mais ce qu'il ne faut pas faire, oui. Vous avez enquêté le médecin-chef, après venez aussi pour faire une observation. Eh bien, vous avez fini d'enquêter tout de suite.
Voilà, vous dites qu'il faut aussi faire l'observation. Non, ça, ce n'est pas normal. Non, non, ça a enquêté après l'observation. Oui, si vous devez enquêter, quand vous avez fait l'observation chez la sage-femme, là, il ne faut pas prendre la sage-femme en entretien individuel encore. Ok. Vous pouvez prendre quelqu'un d'autre dans le centre de santé pour l'entretien individuel, mais pas cette sage-femme voilà, qui a participé à l'observation. Ça veut dire que si vous avez réalisé l'observation au niveau de la maternité, donc vous ne devez plus prendre la sage-femme en entretien individuel. Cela n'est pas bon. Alors, souvent, on peut même ne pas prendre du personnel en entretien individuel, mais on fait l'observation au niveau de la maternité et pour comprendre, j'ai vu des choses, maintenant pour comprendre, je vais prendre les femmes en entretien individuel ou bien en focus. Comme ça, ça va compléter ce que j'ai vu au niveau de la maternité. Mais tout ça, ça dépend vraiment de l'objectif de la recherche. Voilà, des hypothèses qui ont été émises. Voilà. Mais vraiment, si vous faites l'observation chez, par exemple, le DTC, et prendre le DTC en entretien individuel, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas vraiment une observation. Il faut diversifier les cibles. Ok. Merci pour ça. Merci. Merci. Alors, quand vous regardez en droit ceux qui ont inventé cet outil-là, c'est les gens, en réalité, qui venaient séjourner sur le terrain d'enquête pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'aller vivre avec la communauté, partager beaucoup de choses avec la communauté, aller cultiver au champ, participer vraiment au funérailles. Tout ce qui se passe dans la communauté, c'est ça qu'on appelle l'observation participante. Donc ici, on va voir les différents types d'observations. Ici, le chercheur est considéré comme étant un acteur de la société. Pourquoi un acteur? Parce qu'il est impliqué dans tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Vous allez voir que c'est les gens, ils ont une famille de tuteurs. Et dans cette famille-là, le chercheur il va manger avec les gens. S'il s'agit d'aller au champ, il va partir avec les membres de la famille. S'il s'agit par exemple d'aller fêter dans une autre localité, il va le faire. Donc dans ces cas, vous voyez qu'il n'y a même pas de différence entre le chercheur et les membres de la famille. Tellement qu'il est au cœur de tout ce qui se passe. Alors, voilà, les chercheurs ont beaucoup développé ça. Mais à côté de ce type d'observation qui demandent vraiment du temps, il y a d'autres types d'observations qui sont moins contraignantes. Ok, bon, il est bientôt l'heure, on va faire ça et puis on va s'arrêter là. Donc, en réalisant l'observation, comme je le disais, en fait, ça permet aux chercheurs de faire la différence entre ce qu'on vous a donné comme information et les pratiques réelles. Quelqu'un peut dire que quand vous demandez un fumeur, il peut vous dire que oui, j'ai cessé de fumer. Mais si vous partez dans sa famille, dans son grain, vous allez voir qu'en réalité, il fume.
Et quand vous allez lui demander, il va vous livrer d'autres propos. Donc, vous voyez que, en fait, l'observation, ça vous permet vraiment de ne pas se fier uniquement au discours des gens, parce que l'être humain est un être stratégique. En fonction des circonstances, on cache ce que nous sommes en train de faire. En fonction de le statut, on peut mentir pour dire que oui, vraiment, le centre là, vraiment, on travaille avec le peu de moyens. Imaginez, on est 3 personnes ici, mais vraiment, la communauté elle est contente. Mais si vous faites une observation, le premier jour, vous êtes là, le personnel vient à 10 heures. Deuxième jour, 11 heures. Troisième jour, 10 heures. Vous allez comprendre. Mais le technicien ne vous dira pas que vraiment lui, il vient en retard. Parce que ça ne l'arrange pas. Il va faire comme s'il est un bon médecin, vraiment. Il est courtois, il est là pour la communauté, vraiment, voilà. Mais il faut faire une observation pour voir vraiment les failles de son discours. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Allô? Allô? Oui, on entend. On procède. Il est là, on va s'arrêter là, mais est-ce que vous avez des questions, des soucis ou des contributions? Oui. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Je vais vous envoyer le fichier. Voilà, merci beaucoup et bon week-end. Ok, merci pareillement à vous. Oui, merci beaucoup. Oui. Ici, là, les femmes ne parlent pas. Hein. Hein? Non, je vais le défendre. Il faut le dire. Les femmes. Ouais, il répond. Il est parti? Ok, bon, merci. Je vois que ils n'ont pas beaucoup parlé.